Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 23 mai 2023. On se fera une petite mise à jour Bitcoin et Ethereum. Ça rebouge un petit peu et on a peut-être des premiers éléments de réponse, même si c'est encore un peu tôt pour en parler. On reparlera bien sûr du potentiel défaut de paiement des États-Unis d'ici le 1er juin si le plafond de la dette n'est pas relevé. Et je pense que ce sera tout. D'ailleurs, je vous ai publié la vidéo de la newsletter, donc vous l'avez déjà reçue normalement pour tous les inscrits. Ça a été envoyé vendredi après-midi. Dedans, j'ai analysé pas mal d'altcoins. Ceux qui veulent la recevoir, c'est gratuit. Il suffit juste de vous inscrire à la newsletter. Le lien, il est en commentaire épinglé de cette vidéo. Le Trône Contact Système U Newsletter Le Trône. Vous mettez votre mail, je m'inscris et vous la recevez 15 minutes après votre inscription. Si jamais c'est pas reçu, consultez bien votre boîte spam. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ça doit être envoyé dans la boîte principale. Mais bon, ça va dépendre des différentes boîtes mail, hein. Il y en a certaines qui vont filtrer peut-être ça comme du spam. Je pense pas. Mais sait-on jamais, et sinon elle sera dispo sur YouTube samedi, donc dans quelques jours publiquement, mais bon, si vous la voulez maintenant, c'est gratuit, il suffit juste de vous inscrire, il n'y a rien à payer et ça restera gratuit à vie, ok? Alors, du coup, le Bitcoin qui donne des premiers éléments de réponse, donc on avait une contraction du prix, enfin, rappelez-vous, une contraction c'est quoi? C'est un triangle, en gros, c'est quand vous avez des creux et des sommets qui se contractent, donc tout simplement des creux ascendants comme ceci, creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant, et sommet descendant, on avait ici un sommet descendant qui a été cassé. Donc là, il y a potentiellement, je dis bien potentiellement, un début de résolution de cette contraction, puisque on a cassé un des sommets. Il est tout à fait possible que ce sommet soit notre nouveau sommet descendant, puisqu'il est égal normalement à ce sommet ici. Exactement. Il est même légèrement dessous, donc en gros, l'invalidation serait que ce sommet devient notre nouveau sommet descendant et qu'on reparte comme ça, sommet descendant, sommet descendant, sommet descendant, et qu'on aille chercher du coup un nouveau creux ascendant ici ou une résolution baissière. Ok. Pour moi, ETH est beaucoup plus parlant dans l'action du prix actuel et nous donne beaucoup plus d'informations, mais ça j'y viendrai après. En tout cas, le prix n'a pas parfaitement fait sa résolution, puisque une vraie résolution, idéalement, ce serait la cassure ici de ce sommet, puisqu'on est dans un range, tout naturellement. Le haut du range se trouve juste ici, donc là on est parfaitement dans le haut du range, donc soit ça passe ou ça casse. Si ça casse, tout simplement, c'est retour, probablement bas de range ici. En revanche, si ça passe, bon bah on casse et on se dirige où? Au-dessus des stops, pour moi, d'ici, et au-dessus des stops d'ici, pour venir dans la zone de rechargement de short, qui se trouvera entre 28 300 $ et 28 900 $, j'en avais déjà parlé, et également la trendline baissière ici, vers les 28 800 $ à peu près. Pour moi, c'est vraiment les niveaux à venir chercher si ici, on arrive vraiment à résoudre ce range. Donc il faut vraiment faire une clôture au-dessus des 27 700 $ à peu près pour avoir résolution haussière et revenir dans cette zone de rechargement de short et au contact de la trendline vers les 28 900 $. S'il n'y a pas de résolution, qu'on a une résolution baissière, par exemple comme ceci, pour moi l'objectif c'est vraiment 25 000 $ le premier arrêt juste ici. Donc attendons de voir la résolution. Il y a des premiers signaux bullish comme le momentum qui est en train de confirmer une divergence haussière. Depuis la divergence baissière, le prix n'arrive plus à monter, hein. Depuis le 20 avril, on est dans une dynamique qui est baissière, mais on n'a pas été bien bas. Et donc là, si le momentum redevient haussier, à voir si les acheteurs, eux, vont réussir à replonger Bitcoin dans un rallye haussier, puisque également au niveau du volume, on en a parlé, les deux camps sont endormis, hein. Les acheteurs et les vendeurs, vous voyez, le volume se contracte, on a de moins en moins de volume. Ni les acheteurs ni les vendeurs ont le contrôle du mouvement pour l'instant. Imaginons il y a un breakout haussier, le volume acheteur fait ça. Ok, réveil des acheteurs et donc pour moi il y aura momentum acheteur, réveil des acheteurs sur le volume et structure haussière. Donc il y aura tout pour que les acheteurs au moins ramènent le prix dans les 28 800 $ à peu près. Et si vraiment ils sont bien motivés, bon bah on pourra comment dirais-je, on pourra continuer ce rallye haussier et tenter d'aller casser les 31 000 $ pour se diriger vers le premier arrêt, vers les 35 900 $. Mais bon, encore une fois, va falloir résoudre cette première zone de combat, c'est la première étape, avec du volume, et que derrière, on ne réintègre pas. C'est-à-dire que si on fait ça, que le pullback de cette zone soit obligatoirement racheté pour continuer. Parce que si on fait ça, et que derrière on réintègre, pour moi ça sent mauvais, ce sera toujours dynamique baissière, creux et sommet descendant, pour aller faire un creux descendant au niveau des 25 000 $. Ok. Je pense que j'ai fini pour Bitcoin, juste niveau order flow et des petits trucs intéressants. Et je vais juste ici supprimer ça. Hop.
Donc pas mal de hausse d'open interest sur le mouvement ici, donc beaucoup d'ouverture de position et des longues et des shorts. Pour l'instant, c'est les vendeurs qui ont shorté qui sont coincés. Si on en croit le ratio ici, long short, il y aurait beaucoup plus de vendeurs sur ce mouvement haussier. Donc tant pour moi, hein, tant que le prix, je vais passer ici, tant que le prix ne vient pas avaler l'impulsion haussière comme ceci, les vendeurs sont coincés et ça ouvre les portes d'aller chasser les stops d'ici et enfin de poursuivre dans la zone de rechargement de short. En revanche, si le prix ne tient pas du tout cette accélération qu'on a fait là ces dernières heures et qu'on retourne sous 26 780, ça sent pas très bon pour les acheteurs et là on pourra aller nettoyer tous les stops qui se sont accumulés ici probablement et pourquoi pas faire la résolution baissière. Et c'est Ethereum qui est beaucoup plus parlant et c'est pour ça que je vais aller sur Ethereum. Et ici donc on a ETH qui lui déjà premièrement est en train d'essayer de résoudre ça au nord. Vous voyez Bitcoin c'est pas le cas, hein. Bitcoin on n'a pas encore dépassé le niveau clé des 27 700. Lui, Ether a déjà dépassé son niveau clé des 1846, là il est au-dessus. Donc il est en train d'essayer de break out tout ça. À voir s'il va réussir. Vous voyez, il y a la résistance juste ici en daily. Donc là, on est en train d'essayer de breaker. Et pareil, l'objectif en cas de breakout, pour moi, c'est au minimum la trendline baissière à 1912 $ dans cette zone de rechargement de short. Et également, pourquoi pas, si on pousse un petit peu plus, chasser les stops ici au-dessus des 1930. Mais pareil, ça reste les zones de rechargement de short et on sera fixé. Si c'est un marché qui est vraiment en train de devenir baissier, on fera ça, réintégration, et donc on fera ça. Par contre, si, pareil, hein, comme sur Bitcoin, on a potentiellement divergence haussière confirmée ici, vous voyez, l'indicateur fait un plus haut, le prix fait un plus bas. Si on a un réveil du volume du côté des acheteurs, et qu'en plus on a le W ici, et que derrière on réintègre pas, bon pour moi on sera très très probablement en train de redevenir bull, et donc là il faudra spéculer sur probablement un Ether qui ira chercher les 2400 $, le premier arrêt du mouvement entier, juste ici, ok ? Ça, on verra bien par la suite. Mais pour revenir là-dessus, et c'est là où pour moi Ether en termes d'action de prix, c'est beaucoup plus clean. Bon, déjà, lui, Ether, il a résolu hein, sa contraction, son range, il n'y a pas de problème. Il y a eu une vraie cassure, pas comme Bitcoin, vous voyez, où on est toujours à l'intérieur en réalité. Si je trace comme ça, on est toujours à l'intérieur. Vous voyez, on n'a pas encore cassé le point haut ici. C'est ça la différence avec Ether. Donc lui, Ether a cassé. Et en fait, c'est ce qui nous permet du coup de marquer notre support. Hop, depuis le breakout, donc juste ici. Tac. Et pour moi, tant que ce support est maintenu, c'est aussi à court terme. Et donc l'objectif, il est clair, c'est zone de rechargement de short vers les 1910 $. Tout simplement. C'est haussier, tant qu'on tient. C'est-à-dire que si on revient tester ça en tant que support et ça tient, il n'y a pas de problème. On confirme bien le breakout. C'est comme ça qu'on confirme un breakout. Soit le marché casse, reteste rien du tout, va en ligne droite. Et donc bon bah là, le breakout il est confirmé. Soit on fait ce qu'on appelle le pullback, donc on vient tester le point de cassure, ça tient et on continue plus haut. Ça aussi, ça confirme bien le breakout. Et à quel moment on confirme un fake out et à quel moment ça serait très baissier, c'est si jamais le marché repasse sous le point de breakout, qu'on confirme ça en résistance et qu'on repart au sud. Alors là, ça serait très baissier parce que ça voudrait dire que ici, on transforme ça en résistance, ok, que c'était un fake out, on est juste venu récupérer tous les stop loss. Et derrière, on a fait le fake out. Et donc là, on va aller s'attaquer à tous les stops des acheteurs. Creux ici, creux ici, creux ici. Je vous trace ici, hop, tout ça. Et je vous mets ici un petit texte. Stop des acheteurs. Je vous mets ça en bottom. Je vous mets ça en vert. Tac. Et voilà. Donc là, ce serait tous les stops des acheteurs. Et pour moi, ça serait direction ici, les plus bas, sous 1735 $, ni plus ni moins. Ok, donc ça va être important de voir comment va se comporter le prix. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, Ether, il est beaucoup plus parlant, puisque c'est simple. On repasse sous le support, c'est baissier, on maintient le support, on va chercher 1910 $. On repasse sous le support, pour moi, on va chasser les stops sous 1735, et ça sera résolution baissière. Et ça, c'était l'information, que c'était juste la chasse au stop. On dégage les vendeurs qui ont shorté ETH ces derniers jours, ils ont foutu tous leurs stops au-dessus des derniers sommets, on les récupère, et derrière, on va dumper. Ok, ça tient, on va direction 1910 $, voire au-dessus des stops, au-dessus des 1930, on pourrait même aller vers les 1940 $. Ça, c'est les premières étapes. Après, comme j'ai dit, si les acheteurs se réveillent, etc., qu'on arrive à passer de l'autre côté de la trendline, bon bah là, ça ouvre clairement les portes à pourquoi pas continuer le rallye haussier et donc tenter de dépasser le sommet qui a été trouvé récemment des 2140 $. Et ça indiquerait que la correction ici est finie, qu'on peut repartir sur un Ethereum qui serait haussier.
Je vous ai parlé sur Twitter, juste ici, de la corrélation qu'on a un petit peu avec la Global Net Liquidity. Donc c'est quoi en gros? C'est la balance sheet de toutes les banques centrales, ok? Et c'est ce qui nous fait un petit peu une représentation de la planche à billets mondiale. Quand la planche à billets tourne dans le monde, ou par exemple les États-Unis font tourner la planche à billets, cette Global Net Liquidity peut augmenter. Et on s'est rendu compte avec mon collègue que en fait, enfin plutôt il s'en est rendu compte et il m'en a fait part et après j'ai peaufiné un petit peu, que quand on est en resserrement monétaire un peu partout dans le monde, bah, le Bitcoin n'est plus trop en bull market. Donc par exemple, on a eu ici une Global Net Liquidity qui était très haussière, de 2012 jusqu'à 2014 à peu près, jusqu'ici à peu près, et le Bitcoin était très haussier de 2012 jusqu'à 2014. Ensuite, on a eu un resserrement monétaire global, donc vous voyez que la Global Net Liquidity ne montait plus autant qu'avant, elle a consolidé, Bitcoin était en train de consolider également, bear market. Ça a duré un petit peu, et quand justement la Global Net Liquidity a commencé à augmenter, donc à partir d'ici, vous voyez, ça correspond au bottom, là ça a commencé à réaugmenter, et tout simplement le Bitcoin est reparti en bull market, et donc là bah, la planche à billets a tourné énormément. Là ça a été énormément boosté par l'Europe et la Chine pendant cette période, les US pas trop, et on a eu justement notre gros bull market du Bitcoin ici en 2017. Quand on a trouvé notre top sur la Global Net Liquidity, on a connu une période de QT globale, donc les US étaient en QT, la Chine et l'Europe également. On a connu notre bear market ici, notre gros marché baissier, notre consolidation, et après il y a eu Covid, en février 2020 à peu près. Les banques centrales du monde entier ont toutes réimprimé de l'argent, il n'y a jamais eu autant d'argent imprimé ici, et donc pareil, ouais, dès qu'on a commencé à réimprimer de l'argent, bam, bull market, ici. Pareil, au top, lorsqu'on a connu le top de la Global Net Liquidity, quand on n'a plus imprimé d'argent, et qu'on a commencé à réduire le bilan, donc on est rentré en période de QT plus hausse des taux. Donc je vous ai mis en dessous ici la moyenne des taux aux USA, en Suisse, en Europe, United Kingdom, en Chine et au Japon. On voit clairement que la Global Net Liquidity elle a bien chuté et le Bitcoin a bien chuté également. On a eu un rebond en début d'année, ici, de la Global Net Liquidity, le Bitcoin a suivi, et là on voit que la Global Net Liquidity n'augmente plus depuis à peu près... j'ai pas la date exacte, mais on va dire que on a eu un dernier rebond, c'était à peu près en mars ou avril, on voit que le Bitcoin ici est en train de consolider et ne pump plus pour l'instant. Donc le Bitcoin semble assez corrélé à ça. Quand on ajoute les halvings, c'est vrai que ça facilite énormément Bitcoin, donc ce qu'il faudrait idéalement, c'est genre mi-2024, fin 2024, une inflation totalement régulée, des taux qui rebaissent et on re-imprime de l'argent, que ce soit en Chine, en Europe ou partout dans le monde. Comme ça, la Global Net Liquidity, elle réaugmente et en plus de l'halving, vous doutez bien que c'est le combo magique. On imprime de l'argent. Cet argent, bien sûr, peut aller dans la crypto-monnaie parce que maintenant, le marché crypto intéresse beaucoup. Par exemple, il faut savoir que Bitcoin, son market cap, il est supérieur au market cap d'énormément d'entreprises. Ça, je vous en avais déjà parlé. Mais Bitcoin, c'est 529 milliards de market cap. Je ne sais pas si sur Finviz, je peux vous récupérer les top market cap, on va dire. Donc, je vais aller ici, sur Home. On va faire Screener. Je vais lui dire de me mettre des market cap méga, donc au-dessus de 200 milliards. Vous voyez que, par exemple, si on devait catégoriser Bitcoin, on le mettrait dans le top. Il serait top 10. Bitcoin, c'est environ 529 milliards. C'est légèrement sous Tesla, parce que Tesla s'est re-augmenté. Mais voilà, c'est top 11. C'est au-dessus de Visa, pour vous donner un exemple. Donc le Bitcoin, si on le compare aux actions, et en gros, il est dans le top 10. Donc bien sûr que quand il y a de la création monétaire, le marché crypto est un nouveau secteur d'investissement qui intéresse. Et donc tout simplement, une partie de cette création monétaire peut circuler dans l'immobilier, dans les actions, dans les indices, mais aussi dans les crypto-monnaies. Et on voit que le marché crypto est énormément boosté justement quand il y a ici cette création monétaire. C'est pas anodin, en tout cas pour moi c'est pas anodin. Donc le jour où justement on repasse dans des assouplissements monétaires, où on va rebaisser les taux en moyenne, vous voyez là pour l'instant les taux dans le monde entier continuent de monter en moyenne. On n'a jamais été aussi élevé là depuis on va dire ces 10-12 dernières années. Et alors qu'on était très proche de zéro pendant toute cette période où justement on a créé beaucoup d'argent pour soutenir l'économie, et donc Bitcoin a bien apprécié, le marché crypto en général également, mais là c'est plus trop le cas. Et du coup le 1er juin on a potentiellement des faux de paiement des US, ok. Si jamais comment dirais-je, le plafond de cette dette n'est pas réélevé aux États-Unis, c'est le cas depuis de nombreuses années, ils l'ont augmenté je ne sais pas combien de fois, énormément de fois, cette fois-ci si ce n'est pas le cas,
il n'y aura pas le choix. La Fed devra justement sauver l'économie américaine et devra imprimer des milliers de milliards pour très très probablement soutenir le paiement de cette dette. Donc cet argent va servir justement à payer de la dette, mais très simplement, cet argent finira par se retrouver dans les marchés tôt ou tard. Donc à court terme, ça pourrait être bearish, bien sûr, mais il y a un autre côté aussi qui peut nous inviter à penser que cet argent se retrouvera dans les marchés tôt ou tard et ça sera déversé dans les marchés. Ça pourrait devenir bullish par la suite. Bien sûr que si les États-Unis sont en défaut de paiement, c'est très bearish, que ce soit pour l'économie américaine, pour les actions, pour les indices. Déjà, la confiance des investisseurs va en prendre un coup, et également pour le dollar. Imprimer des milliards de dollars dans un monde où l'objectif de la Fed, c'est de réduire le bilan, déjà premièrement, et deuxièmement, combattre l'inflation, ça serait très très compliqué pour le dollar. Ok, donc ça reste à voir. Et du coup, rendez-vous 1er juin pour savoir oui ou non si on sera en défaut de paiement, parce que là, les négociations, d'après la Maison-Blanche, elles sont au point mort. Il n'y a pas trop une volonté, une envie de relever ce plafond. Bon, il y a des gens qui sont déjà au courant, des insiders qui doivent savoir, hein, est-ce que c'est du cinéma, on est en train de faire croire que oui, on va pas réaugmenter, mais les mecs savent déjà qu'ils vont l'augmenter, ou est-ce que vraiment il y a un vrai débat et il y a vraiment une volonté de ne pas augmenter ce plafond et d'accepter d'être en défaut de paiement, tout simplement. À voir, est-ce que les États-Unis vont se laisser faire comme ça? Je sais pas, n'hésitez pas à mettre vos commentaires d'ailleurs, enfin vos avis en commentaire, ça m'intéresse de voir un petit peu ce que vous en pensez, ou également sur Twitter à me taguer, n'hésitez pas. Je vais lire tout ça, ça m'intéresse vraiment, mais voilà, je tenais à vous partager tout ça. Et bien sûr, si les US sont en défaut de paiement, comme j'ai dit, bien sûr, c'est bearish pour les marchés dans un premier temps, donc ce serait peut-être l'élément déclencheur qu'on attend sur les crypto-monnaies, parce que là actuellement, on a un marché qui est complètement plat, et il n'y a pas de volume, donc est-ce que ça va être l'élément déclencheur qui va redonner du volume, de la volatilité au marché? Ça reste à voir, parce que là, si je vous montre un indice... attendez, j'ai quel ticker ici? Coinbase, je vous montre un indice rapidement. Bvol 24 heures, ça c'est la volatilité du Bitcoin. On est sur des plus bas actuellement. On est vraiment sur des plus bas en termes de volatilité, vous voyez. On est à 1,61 environ, on était descendu jusqu'à 0,94. Les points les plus bas jamais enregistrés, c'était 0,38, mais c'est généralement dans ces valeurs-là. Donc là, on est vraiment dans un marché qui est très 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 peu volatile ici. Donc la volatilité va revenir bientôt, même simplement pour vous montrer ça assez facilement. Je reviens sur ma chart ici. On passe en 12 heures. Il y a un outil qui s'appelle les bandes de Bollinger qui sont super. Je pense que la 3/4 ou la moitié vous connaissez, mais ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de mesurer la volatilité. Et quand les bandes de Bollinger commencent comme ça à se contracter ici, c'est que vraiment on est arrivé à un point de volatilité qui est super faible et qu'on a, on a un retour de volatilité qui est bientôt. Donc on a un gros événement le 1er juin qui est un potentiel défaut de paiement des US à voir. Également, je vous rappelle, et je finirai là-dessus, que la courbe des taux a été inversée depuis maintenant 6 mois. Ça fait environ 196 jours maintenant que cette courbe des taux est complètement inversée. Donc ça fait légèrement plus de 6 mois. Rappelez-vous, quand la courbe des taux se croise, généralement, on estime qu'on a un risque de récession à 6 mois. Est-ce que ce défaut de paiement qui pourrait arriver dans les prochains jours ne serait pas l'élément déclencheur? La dernière fois qu'on a eu un croisement au niveau de la courbe des taux, c'était en août 2019, et 6 mois après, on avait eu Covid, et justement, événement catastrophique, et donc baisse des taux en urgence, crack des marchés, risque de récession, mais bon, ils ont soutenu l'économie, ils ont imprimé des milliards, et maintenant, on en prend les conséquences maintenant, quoi. Enfin, on se bouffe les conséquences dans la gueule maintenant. Mais est-ce que ce serait pas, encore une fois, ici c'est théorie du complot, hein, mais est-ce que ce serait pas des défaut de paiement des US qui permettrait de déclencher cette récession? À voir. Récession qui permettrait d'augmenter énormément le chômage. Hausse du chômage voudrait dire baisse de l'inflation assez rapide. Et du coup, une fois que l'inflation est maîtrisée, ok, faut restimuler l'économie parce qu'on s'est bouffé une récession, donc on rebaisse les taux et on restimule, ce serait vraiment le truc parfait. Ce qui ferait que du coup Bitcoin 2024 à l'halving, prix de production qui passe autour des 27 à 30 000 $, et en plus de ça, les planches à billets qui retournent partout dans le monde, allez, on déverse des milliers de milliards dans l'économie, ça alimente les crypto-monnaies et on se remange un bull market. Franchement, ce serait le scénario parfait. Je sais pas si ça arrivera. Moi perso, je surveille beaucoup les politiques monétaires autour de l'halving du Bitcoin, mais si on a et un halving et une bonne politique monétaire, je pense qu'on aura notre bull market pour 2024-2025. Personnellement, je pense plutôt fin 2024, début 2025, avec une belle année 2025, je vais y arriver. Mais ça, on verra bien. Mais d'ici là, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Il y a beaucoup d'éléments macroéconomiques qui sentent pas très bons. Il faut voir ce que ça peut déclencher d'ici là. Franchement, ça reste à voir. Et pour revenir sur Bitcoin, pour l'instant, les acheteurs sont un peu off, les vendeurs également. On attend de voir qui va se réveiller en premier.
et est-ce que ça va permettre de replonger Bitcoin dans quelque chose d'haussier, comme ceci par exemple, ou pas. Ça, on verra bien. Et je vous ferai un point, je pense, soit jeudi ou vendredi, légèrement, un petit point macro. Et le point des altes, je vous l'ai fait dans la newsletter, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Mais je vous referai un point sur les altes, je pense, vendredi. Donc s'il n'y a pas de volatilité d'ici vendredi, il n'y aura pas de brief, mais il y en aura un vendredi pour fermer la semaine. Et je vous parlerai des altcoins, parce qu'il y a des altcoins qui commencent à vouloir montrer des petits signes de rebond en mode retour zone de rechargement de short, sell in main, go away, mais bon, ça j'en parlerai vendredi. Je l'ai vu avec les élèves ce matin et on a vu un petit peu les setups et les altcoins qui justement pourraient faire ce genre de rebond. Bien sûr, il faut que Bitcoin confirme, faudrait que Bitcoin fasse son breakout, mais s'il fait son breakout, ça va confirmer tout ça sur les alts. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. On s'arrête ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça récompense le travail qui est fourni. À laisser un petit commentaire, à laisser votre avis également. À nous rejoindre sur Discord pour rejoindre la communauté, tout simplement, la communauté publique. Et si vous souhaitez rejoindre l'école, rejoindre ma formation et notre groupe privé avec les élèves, n'hésitez pas. Tout est dispo dans le salon Bienvenue du Discord. Vous avez les modalités crypto à ce stade du mois. Les paiements sont juste ici, ok. Vous avez également, ça c'est les montants, vous avez les adresses ici en fonction des réseaux qui sont utilisés. Si vous avez une question, n'hésitez pas, on est connecté. Vous nous posez toutes vos questions, on vous répond et on vous aide aussi pour le paiement si vous avez un doute. Il n'y a aucun souci. N'hésitez pas aussi à rejoindre la newsletter, c'est gratuit, le lien je vous le mets en commentaire épinglé. Et aussi si vous souhaitez trader sur la plateforme partenaire BitGet avec des fees minimes et sans KYC, donc il n'y a pas besoin de confirmer votre identité pour trader sur la plateforme. Il y en a beaucoup qui me disent si moi j'ai voulu faire un virement bancaire, je devais mettre mon KYC, mais c'est normal, un virement bancaire, déjà votre compte bancaire est KYC. Donc dans tous les cas, si vous envoyez de l'argent depuis un compte bancaire KYC vers une plateforme, on va savoir que l'adresse elle vous appartient, enfin que le compte sur la plateforme vous appartient. Donc oui, il y a besoin de faire un KYC pour faire des virements bancaires, ce qui est tout à fait normal. Mais si vous avez déjà de la crypto-monnaie et que vous la mettez sur BitGet, vous pouvez trader sans KYC et retirer jusqu'à 50 000 USDT par jour de la plateforme, et ça sans KYC. Donc ça, c'est si vous avez déjà de la crypto. On est bien d'accord qu'un virement bancaire, dans tous les cas, c'est KYC, puisque votre compte bancaire, il est KYC. Il y a votre carte d'identité, il y a tout, votre justificatif de domicile pour ouvrir votre compte. Donc à ce moment-là, c'est juste logique que la plateforme demande un KYC. Et surtout, on ne peut pas faire des virements bancaires comme ça sans KYC, bien évidemment. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. Je pense qu'on se retrouvera... d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire via notre lien en commentaire épinglé aussi sur BitGet, via notre lien partenaire. Et également, on se retrouvera, je pense, soit jeudi, s'il y a de la volatilité ou s'il y a de nouvelles choses à dire, ou vendredi pour fermer la semaine, pour se faire un point altcoin. Et je vous ferai aussi un petit point macro, donc on fera un brief un peu plus conséquent vendredi. Bonne journée à tous, à jeudi ou à vendredi, ou même à demain, si ça se trouve, il y a de la volatilité aujourd'hui ou dans la nuit, sait-on jamais. On verra bien quand on se retrouve, mais au moins jeudi ou vendredi. Bonne journée à tous, ciao ciao.